Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Cette semaine, je reçois Aurélie Dolé. Nous allons explorer le rôle et les défis du directeur général des services dans une commune rurale. Qu'est-ce qu'un DGS? Comment on concilie les sphères politiques et techniques au sein d'une collectivité? Quels sont les défis spécifiques rencontrés par les DGS dans les petites communes? Bonjour Aurélie. Bonjour Linda. Je te remercie en tout cas pour avoir accepté mon invitation. En premier lieu, on va commencer par la classique question. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs? Oui, j'accepte cette première question. Donc, je suis Aurélie Dolé, donc j'ai 43 ans, je suis aussi maman d'une petite fille donc qui a 7 ans et demi. Donc là, c'était pour un petit peu le côté perso. Donc le côté pro, donc j'ai commencé ma carrière donc après avoir réussi donc un DESS en aménagement et en urbanisme, donc sur Lille, donc en 2004, et j'ai intégré donc un cabinet d'architecture et d'urbanisme donc sur Amiens, où ma mission était d'élaborer des plans locaux d'urbanisme avec les élus et notamment du département de la Somme, département duquel je suis originaire. Suite à ça, j'ai intégré la fonction publique territoriale, donc c'était une commune pour laquelle effectivement j'avais travaillé dans le cadre du privé. Je suis rentrée par la voie de l'aménagement et de l'urbanisme, donc au niveau de l'instruction, notamment des autorisations d'urbanisme. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, quand mon DGS est parti, de prendre sa place. Donc, j'ai été DGS le 1er mai, donc très symbolique aussi, le jour du travail, donc mai 2012, et j'ai exercé le poste pendant 9 ans dans cette commune-là, et ensuite après j'ai fait une petite mission d'intérim sur le poste de DGS, donc pendant 6 mois pour dépanner, si je puis m'exprimer ainsi, donc une collectivité. Et suite à ça, j'ai voulu entamer une transition professionnelle. Je me suis dit, j'ai vu une opportunité à la fin d'un contrat, j'ai vu une opportunité d'élargir, on va dire, mes compétences, mes missions. Et je suis repartie sur les bancs de l'école, et j'ai obtenu, donc après une année, donc un titre de coach professionnel. Et j'ai énormément appris, alors aussi sur moi, parce que ça m'a permis de prendre ce temps-là aussi pour moi, de refaire un temps d'arrêt sur mon expérience, sur ce que je voulais aussi après. Et j'y ai vu aussi l'opportunité d'amener le coaching professionnel et de la formation, parce que c'est les 2 casquettes que j'ai aujourd'hui. Donc sur le secteur public, et notamment aussi au niveau des plus petites collectivités, parce que le territoire duquel je suis issue, on n'est plus sur des communes rurales. Donc j'y ai vu aussi tous les bénéfices à apporter. Donc voici mon quotidien en tout cas. C'est top. Et c'est justement ce profil ton profil m'intéresse beaucoup. Déjà parce que tu as commencé par, je vais mettre des guillemets, mais du technique. Oui. Qu'aménagement, urbanisme, et que là, tu passes plutôt sur de l'humain, en tout cas de la communication interpersonnelle. Tout à fait. On en parlera du coaching, parce que ça, c'est vraiment une casquette qui m'intéresse beaucoup autour de la question. Donc là, spoiler pour pour les prochains épisodes, mais est-ce que les collectivités sont prêtes pour le coaching? Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre dans un premier temps sur ta posture de DGS, en tout cas comment tu as vécu toi le métier de DGS. D'accord. Donc en commune rurale. Donc commune rurale, c'est combien d'habitants? Alors là, j'étais en fait la première commune, on était sur 6 500 habitants, et la deuxième, on était sur 4 500 habitants. Donc c'est pas le village non plus. Non plus, mais ce n'est pas l'agglo, c'est pas la métropole, voilà. On est. Alors, est-ce que tu veux bien du coup, pour les auditeurs qui sauraient pas ce que c'est quoi un DGS? Ça veut dire quoi déjà DGS? Ça consiste en quoi? C'est vrai qu'on parle souvent en acronyme, dans tous les métiers. Il y a ce petit truc qui fait que les autres ne comprennent pas l'acronyme. Donc DGS, directrice générale des services. Donc c'est vrai que j'avais pour habitude de dire que le DGS est la rotule entre la sphère élue et la sphère plus technique opérationnelle des agents. Et le rôle principal, effectivement, est de faire en sorte que tout fonctionne bien et que les uns comprennent les autres. Donc c'est vrai que je reprends aussi le terme de la communication interpersonnelle, parce que à mon sens, c'était mon cœur de métier. Donc de coordonner,
mais coordonnée pour savoir aussi où l'on va et pour que chacun comprenne les problématiques, les freins de l'autre sphère. C'est vrai que je préfère parler de sphères, elles ne s'opposent pas, mais on doit faire en sorte qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent dans le même sens. Donc pour moi, c'est vraiment le cœur de métier du DGS. Ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pratiqué, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est hyper intéressant. Donc t'étais déjà à l'époque en fait passé sur plus l'aspect humain, comme tu dis, coordination et communication interpersonnelle entre ces deux sphères, comme tu dis, donc celle de l'élu, celle de l'agent, enfin Oui. le parti technicien à proprement parler. Là, du coup, je serais un peu curieuse. Vas-y. Moi, pour avoir été en collectivité, je me suis toujours dit, étant agent, des fois, j'aimerais être une petite souris pour comprendre comment les décisions sont prises au niveau politique. Il y a tellement de paramètres que nous, agents, on comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui sont parfaitement légitimes. Hein, je les remets pas en cause, mais c'est vrai que en tant qu'agent, on a le cadre réglementaire, le cadre financier, le cadre normatif aussi, et donc on répond à ces demandes-là. On met vraiment en œuvre la politique, et des fois il y a des décisions qui sont clairement pas clarifiées ou clairement pas comprises par le Oui. terrain, et du coup l'élu il apparaît comme un peu mystérieux, tu sais. Alors quand tu parles de sphère, du coup, ça me parle bien. Et quand tu dis elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires, ça me parle aussi. Mais du coup, qu'est-ce que tu entends exactement par là? C'est quoi quand tu dis deux sphères complémentaires, mais qui ne s'opposent pas? Ça m'intéresse à creuser. Alors j'aime bien le terme de sphère parce que c'est rond, donc pas anguleux, sous-entendu, parce que l'objectif aussi c'est d'arrondir aussi le relationnel, puisque effectivement la sphère politique a des projets pour sa commune, donc dans l'idéal, et puisqu'il y a un temps, parce que ils sont là pour 6 ans, alors que les agents eux sont là Mais pour oui. plus longtemps. Donc il y a Mais ce qui se dit dans les collectivités, c'est tout à fait ça. C'est l'élu part, l'agent reste. Et ça, cet aspect temporalité, c'est hyper important. complètement. Et important peut être déstabilisant, mais déstabilisant aussi dans les deux sens, parce que le rythme n'est pas le même. L'élu, comme on vient de le dire, a 6 ans. Dans 6 ans, si c'est une équipe qui est très dynamique ou pour laquelle il y a beaucoup de projets, déjà faut qu'elle arrive, faut qu'elle comprenne aussi ce qui est un petit peu le passif aussi de la collectivité et son envie, mais ce qui est tout à fait compréhensible, c'est d'aller au bout de ses projets. Ils ont été élus sur un programme, donc avec les paramètres qu'ils avaient, parce qu'effectivement est arrivé aussi le Covid, donc ça c'est des choses que personne ne pouvait anticiper et c'est venu aussi forcément mettre des freins par rapport à des projets de territoire. Mais donc il y a cette fenêtre de 6 ans et à l'inverse, côté agent, eh bien il y a le passif parce qu'il y a des projets qui avaient déjà commencé et puis il y a tout ce qui est aussi l'aspect normatif, réglementaire pour lequel l'élu n'est pas forcément au courant, parce qu'il a aussi sa vie pro et sa vie, j'allais dire d'actif à côté, qui n'est pas forcément Les élus sont pas à 100% dans la commune. complètement. Et entre l'idée qu'ils en ont parfois et la réalité, c'est plus qu'un fossé pour certains. Donc effectivement, le millefeuille administratif, la lourdeur aussi administrative, pour reprendre des propos de certains, c'est une vraie découverte. Donc après, il y a des choses aussi pour lesquelles ils doivent prendre le pas qui est pas forcément celui qu'ils avaient imaginé au départ. Donc il faut aussi que tout ça j'allais dire, s'imbrique. Et il faut qu'il y ait de la grande compréhension, mais des deux, parce qu'il y a un changement des deux côtés, changement de l'élu, d'équipe du moins, et puis changement aussi pour les agents. Donc c'est pour ça que pour moi le poste de DGS est relayé par les différents responsables, les différents directeurs, doit aussi être important pour que chacun comprenne la vision de l'autre. Et puis aussi dans le coaching, on a pour habitude de dire que la carte n'est pas le territoire, ben c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ils ont peut-être des convictions ou les mêmes ou des projets. Par contre, le temps n'est pas forcément le même. Il faut pas brusquer ni d'un côté ni de l'autre. Donc il y a une grande phase aussi de compréhension qui peut-être n'est pas toujours suffisante. Ouais. Parce que chacun son passif aussi. Et faut prendre les gens entre guillemets là où ils en sont dans leur compréhension des projets, dans leur compréhension aussi de la fonction publique territoriale. Et ce qui est pas toujours très clair d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et alors, t'as dit un truc que j'ai noté, tu vois, qui m'a interpellée.
c'est vrai que les agents restent sont pas, ont un passif, comme tu dis. Enfin, ils ont en tout cas tous les projets qui ont été lancés, qui finalement n'ont pas été aboutis parce que pour diverses raisons, changement de bord politique, par exemple, ça arrive. Mais on est bien d'accord que les agents mettent en œuvre une politique qui est pas la leur, avec laquelle ils peuvent même mettre des fois en contradiction. Ah, tout à fait. Ça fait partie des droits et devoirs des fonctionnaires, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, il y a ce mélange des genres et ils pensent que les agents c'est eux qui font la politique ou qui sont d'accord avec la politique qu'ils mettent en œuvre, alors que pas du tout. C'est bien deux choses différentes. Oui, alors il y a ce côté aussi agent, c'est la posture qui doit être adoptée, c'est-à-dire qu'un agent ne doit pas être élu et inversement, un élu ne doit pas être agent. Alors ça, pour beaucoup, d'un côté comme de l'autre, c'est pas évident. Et tout dépend de la taille aussi de la collectivité, tout dépend aussi de l'implication personnelle. Il y en a qui ont vraiment besoin de sens dans l'action qu'ils mènent au quotidien. Donc le fait de travailler dans le secteur public, ils ont vraiment aussi envie de croire en ce qu'ils font. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir discordance entre leurs souhaits personnels pour leur collectivité, pour ceux qui travaillent et qui y vivent, parce qu'encore une fois, là, ils ont aussi la double casquette, ils sont agents mais ils sont aussi administrés. Donc on va retrouver des profils, j'allais dire, où les gens vivent et travaillent au même endroit, plus dans des communes rurales. Donc, et c'est vrai que des fois, il y a besoin aussi de rappeler ça en disant, mais aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'agent, on vous demande pas votre avis entre guillemets en tant qu'administré. Et des fois, que ça a besoin aussi d'être réexpliqué pour que eux se repositionnent en disant, ah oui, effectivement, là, je suis là pour, j'allais dire, mettre en œuvre une politique, même si c'est pas forcément celle à laquelle je crois, mais faut repositionner. Tout à fait. Ouais. Et pour les élus aussi, c'est vrai qu'il y a aussi certains élus qui pourraient avoir tendance à prendre la place du manager technique à proprement parler. Alors des fois, c'est même nécessaire puisque les équipes sont pas suffisamment constituées. Je l'ai déjà vu. Oui. Mais c'est un mélange des genres qui peut être aussi délétère pour les équipes comme pour la municipalité, enfin les élus justement à proprement parler. Quoi. C'est vraiment une frontière qui est hyper assez floue et qui est très variable d'une collectivité à l'autre. Tout à fait. Et c'est lié aussi à des personnalités. Oui, exactement. Oui. Et ni bien ni mauvais quand je dis ça. C'est vraiment lié à des personnalités ou des personnalités aussi qui veulent vraiment faire avancer les choses et qui, je vais dire, peut-être naturellement vont prendre le pas sur l'autre. Et l'intention n'est pas forcément mauvaise, mais c'est pas forcément bien compris. Donc des fois, ça a aussi besoin d'être expliqué. Et du coup, en tant que DGS, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a aussi une partie du job qui consiste à, c'est un chef d'orchestre en fait, Complètement. à réussir à faire parler deux sphères qui n'ont des fois pas le même langage, pas les mêmes objectifs, pas le même calendrier, ce que tu disais aussi avant. Donc c'est oui, un chef d'orchestre. J'ai l'impression que c'est une image assez parlante pour Tout à fait. pour être le boulot de DGS. Et c'est pour ça que moi, dans ma façon de fonctionner, et je pense que c'était aussi pour faire gagner du temps à tout le monde, il était important que les binômes, donc élus et encadrants ou responsables, directeurs de service, on les appelle différemment selon la structure, mais c'était important de les avoir ensemble. Donc quand on avait des réunions, effectivement, c'est que les deux visions soient là et quelque part que je fasse un petit peu j'allais dire, c'est pas de la médiation, mais essayer de faire comprendre, reformuler pour que chacun comprenne la vision de l'autre et aussi pour faire gagner du temps et puis être entendu aussi. Parce que après, il faut, en tant que responsable de service, il faut aussi avoir des arguments pour pouvoir les retranscrire à son équipe. Donc c'est aussi important et ça me paraissait pertinent parce qu'on avait aussi une taille de collectivité qui le permettait. Donc tout le monde ne le peut pas forcément d'avoir les deux. Aussi des élus qui soient aussi disponibles parce que s'ils continuent leur activité à côté, c'est pareil, ils sont peut-être plus disponibles le soir et pas en journée. Donc ça amène de la complexité ou pas. Pour le coup, j'avais des élus qui étaient très disponibles, donc on arrivait à organiser, à planifier des réunions de travail, mais de façon quasiment hebdomadaire. Donc selon les différentes politiques publiques, selon les différents secteurs d'activité. Donc je pense aussi que ça permettait à l'élu de s'exprimer de ce qu'il vraiment voulait et aussi au directeur de faire remonter les problématiques de terrain ou les freins de terrain, mais explicitement. Oui, d'accord. Et c'est vrai que
du coup, finalement, la posture ou le métier de DGS, qu'on soit dans une commune, alors on peut avoir des DGS en commune, et il y a alors 35 000 maintenant communes en France à peu près. Ça va du petit village de quelques habitants à Paris, qui est une Tout commune à fait. département. J'imagine qu'on peut absolument. Enfin, c'est pas le même métier en fait quand on est DGS et ou secrétaire de mairie Tout à fait. dans les petites ou dans une très grande ville. C'est pas le même métier en fait. C'est pas les mêmes élus. C'est pas les mêmes usagers non plus. Et puis les compétences de toute façon sont différentes même par rapport à l'EPCI. Et après, même s'il y a des compétences qui vont être là, un village aura moins de demandes en urbanisme peut-être. Ça dépend encore de la configuration qu'une plus grosse collectivité. Donc en fait, plus la commune est petite, plus il nous faut des couteaux suisses, clairement. Des gens polyvalents qui ont une appétence un petit peu sur tous les domaines, ou s'ils en ont pas, mais qu'ils ont envie d'aller rechercher aussi et de trouver peut-être des personnes ressources, parce qu'on peut pas connaître tout sur tout. Mais c'est aussi une capacité d'adaptation qui est plus grande, plus on descend en taille de collectivité. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a alors je vais pas dire un effet de cause à effet, mais une corrélation entre le niveau, alors quand je dis le niveau, le nombre d'habitants de la collectivité et le niveau d'expertise des agents. Plus je suis sur un territoire, en tout cas proche de territoire, plus je dois être polyvalent. Tout à fait. Plus j'ai un territoire qui est élargi et plus je peux me permettre d'avoir des experts dans les équipes. Oui. Et c'est pour ça que dans les plus petites communes, la mise en relation, donc c'est aussi important parce qu'il y a aussi un sentiment de solitude aussi ou même parfois un sentiment de surcharge aussi de travail parce qu'on a l'impression d'être, alors j'aime pas le terme, attaqué dans tous les sens, c'est-à-dire que on change de thématique toutes les heures, quoi. Alors ça m'inspire une question. Est-ce qu'on a intérêt à être DGS dans la ville où on habite, ou en tout cas d'habiter sur le territoire? Intérêt, je sais pas. Après, moi, j'étais DGS dans la ville d'à côté, j'étais à 5 kilomètres. Donc, alors pour le coup, il y avait aussi une praticité. S'il y avait besoin d'intervenir aussi, des fois, de connaître son territoire, ça peut être bien. Après, c'est aussi peut-être comment on le gère aussi soi-même. Oui. Est-ce qu'on a envie de bien mettre une limite entre là où on vit et là où on travaille? Après, le DGS n'a pas forcément de relation avec l'usager en tant que tel. Donc, je veux dire, même si basiquement en faisant ses courses, on aura moins, j'allais dire, d'opportunités d'être interpellé, mais pas forcément négativement, que quelqu'un effectivement qui est en relation avec les usagers ou pour lequel l'usager peut oublier l'heure à laquelle il rencontre l'agent public. Donc, moi, ça m'a pas du tout pénalisé d'habiter à 5 kilomètres de là où j'exerçais. Oui, clairement. Je crois que connaître le territoire, ça fait partie des valeurs, des valeurs fortes, en tout cas pour certains élus. Ils ont besoin de savoir que leur DGS sait de quoi on parle, quoi. Après, tout dépend de la taille du territoire, encore une fois. Une dernière question sur cette thématique du métier de DGS. Si là, parmi les auditeurs, il y a des gens qui s'intéressent, qui aimeraient devenir DGS, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que c'est plutôt non, honnêtement, n'y allez pas, ça vaut pas le coup, ou au contraire, franchement, c'est un beau métier, allez-y? Alors moi, j'ai énormément aimé parce que j'ai aimé la polyvalence, parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Donc c'est vrai que on peut pas être expert dans tous les domaines à partir du moment où on est DGS, ça c'est certain. Alors j'avais gardé mon appétence pour l'urbanisme, l'aménagement du territoire, donc ça effectivement c'était mon cœur de métier. Par contre, il y a une richesse aussi à aller découvrir dans les autres domaines. Donc suppléer ou aider effectivement avec les équipes en place, mais moi c'était très riche de connaissances et d'expériences là-dessus. Donc par contre, on ne sait pas à quelle sauce on est mangé chaque jour. Faut avoir envie de ça. C'est vrai que c'est aussi, ça dépend comment on en vive envie de vivre sa journée, si on est prêt à être interpellé sur ou être questionné sur ces différentes thématiques. Mais c'est ce qui rend riche, enfin c'est ce qui a rendu très riche mes journées. Donc moi j'aurais tendance à dire, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez être connaître un maximum de choses, c'est très très enrichissant. Merci Aurélie. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens.
et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.